Chapitre 8 Princesse de Panchir. Corée Atawakan do Panchir de Télucidar. Les échos des syllabes aux sonorités d'ailleurs flottaient encore dans la pièce quand Patrick déclara: Bon, je sens que ça va être long, alors si ça vous dérange pas, je préférais que nous descendions au salon pour mieux faire connaissance. Il ajouta en désignant le long kriss que brandissait leur surprenant invité. Si vous pouviez lâcher cette arme, nous pourrions peut-être poursuivre cette discussion de manière plus détendue. La jeune fille hésita une fois encore. Son regard mauve passa de l'oncle au neveu et retour. Enfin, lentement, elle déposa la lame nue sur le lit, se redressa et attendit. Lucas la devinait prête à s'en saisir à nouveau, si l'un d'eux avait le malheur de faire un geste menaçant. Patrick lui désigna le couloir. « Si mademoiselle veut bien se permettre, c'est par là. » La belle aux cheveux blancs, après un dernier regard en direction de Lucas, s'avança vers le couloir. Elle se mouvait, ne put-il s'empêcher de remarquer en suivant, fasciné, le jeu de ses muscles sous sa peau cuivrée et son déhanchement félin, avec la grâce prédatrice d'un fauve. Ils descendirent tous trois au salon, où les attendaient le grand canapé et deux autres fauteuils club. À travers les rideaux blancs des hautes fenêtres, le soleil entrait à flots dans la pièce. De l'une d'elles, à peine entr'ouverte, filtrait jusqu'à eux un courant d'air printanier. Corée, puisque c'était son nom, comme fasciné, s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit un peu plus pour regarder au dehors, lever les yeux au ciel. Dans la lumière du jour, sa blanche chevelure scintillait tel un nimbe pâle. Lucas l'entendit prononcer quelques mots dans cette langue qu'il ne comprenait pas, mais dont certaines sonorités lui semblaient familières. Il fit un pas vers elle. « Que dites-vous, mademoiselle ?»« Corée, le reprit-elle. »« Corée, répéta-t-il, savourant sur sa langue, avec délectation, les deux syllabes de ce prénom. Je disais que c'était effrayant. Qu'est-ce qui est effrayant? Craignant de l'effaroucher, il s'était arrêté à un pas derrière elle. Cette lumière. Elle désignait le ciel d'un bleu de cobalt où ne paraissait pas l'ombre d'un nuage. Ce n'est pas comme chez moi, ça paraît tellement vide. Ce que sous-entendaient ces paroles lui donna le vertige. Où est-ce chez vous? Ne put-il s'empêcher de demander. Elle se tourna vers lui, le considéra un long moment, de ses yeux d'améthyste que rehaussait encore le tatouage complexe qui les maquillait. Il se laissa ausculter, tentant de soutenir l'intensité de son regard qui le mettait à nu. Elle ouvrit la bouche pour lui répondre, quand la voix de Patrick, venue du grand bar de bois exotique, s'éleva dans la pièce. « Reculez, bon sang, on pourrait vous voir !» La jeune fille fit deux pas en arrière et vint buter dans Lucas, qui la retint par la taille alors qu'elle menaçait de tomber. Elle demeura immobile un instant plus que nécessaire, alors qu'il sentait, contre ses pommes, la peau douce et chaude de la belle se mouler à la sienne. « Vous pouvez me lâcher maintenant ?» lui demanda-t-elle d'une voix un rien trop pressée, en tournant son visage vers lui. Il surprit, à travers ses mèches blanches, l'éclat violet d'un œil luisant. Il obtempéra aussitôt, alors que Patrick posait sur la table une carafe d'eau et 3 grands verres. « Si quelqu'un vous voit, vous pouvez être sûr que les flics ou les agents de la Telcorp sonneront à cette porte dans la demi-heure qui suit. M'étonnerait qu'ils n'aient pas diffusé votre portrait sur la radio locale. » Il s'assit dans un des fauteuils et leur indiqua le canapé. La jeune étrangère hésita une fois encore, puis, quand elle vit Lucas s'asseoir à son tour, ou plutôt se laisser tomber dans un des fauteuils, posa une fesse prudente sur le canapé, comme un chat en territoire inconnu. À peine les avait-elle rejoints et, raide comme un piquet, les fixait tour à tour, que Patrick lui tendait un verre dans lequel achevait de se dissoudre
une pastille d'aspirine. Tenez, c'est pour vous. Lucas crut que la jeune fille refuserait, mais, à son grand étonnement, elle porta le verre à ses lèvres et en avala le contenu d'un coup, avant de redemander de l'eau que Patrick lui servit aussitôt. Quand elle eut fini son second verre et l'eut reposé sur la table sur un « merci », elle les fixa tour à tour alors qu'il la dévisageait. « Pourquoi me regardez-vous comme ça ?» Patrick répondit pour les deux. « Rien. Je croyais que vous feriez plus de difficultés pour un cachet d'aspirine ?» Lucas se retint de lui répondre qu'habillée comme elle l'était, elle qu'on aurait dit débarquer d'une autre planète, d'une autre époque et d'un autre continent, il aurait pu en douter. Déjà, elle ajoutait « Cela fait partie des rares bienfaits que nous ont apportés les surfaciens. » Elle précisa, après un bref silence. « Mon père en avait toujours un tube sur lui. » Il y avait une sourde douleur dans sa voix. Ses yeux violets s'étaient un instant voilés. Lucas faillit s'exclamer « Le mien aussi !» tant il se rappelait le sempiternel tube que Franck transportait toujours. « Télucida » répéta Patrick avec un air songeur. « Ça fait 2 fois que vous prononcez ce mot. Que désigne-t-il? Votre pays ?»« Non, enfin oui, mais pas seulement. » Elle paraissait ennuyée, comme si un mot lui échappait. Lucas la devinait qui formait à mi-voix des réponses dans son propre dialecte et grimaçait de ne pas trouver leur équivalent en français. « C'est un peu vague, » releva Patrick avec un zeste de moquerie. « Télucidar, c'est le nom que mon père donne à l'endroit où nous vivons. C'est une référence à un livre écrit par un surfacien. » Elle pesta dans sa langue. « C'est un état ?» tenta Lucas. « Où se trouve-t-il » D'un doigt, elle désigna le plancher, mais Lucas, comme Patrick, devinait qu'elle voulait parler de quelque chose de bien plus lointain. « Vous voulez dire l'autre côté de la Terre, en Extrême-Orient » Elle secoua la tête et tendit de nouveau le doigt vers le bas. « Non, pas de l'autre côté, entre les deux, dedans, je veux dire, à l'intérieur de la Terre. » Alors que ces 3 syllabes tombaient sur eux, prononcées de cette voix claire et chantante, alourdies du poids de tout un monde, les 2 hommes échangèrent un regard. Lucas demanda à la belle dryade à la chevelure platine, qui les observait de ses grands yeux de violine. « Vous voulez dire que vous venez de l'intérieur de la Terre? Une grotte ou... » Elle secoua la tête. « Non, pas une grotte, Télucidar, le monde intérieur. » Elle marqua une pause avant de reprendre, alors que, silencieux, il la fixait comme il l'aurait fait d'une dangereuse malade. « La Terre, votre Terre, notre Terre, est creuse. Ici, elle leva une main. C'est la surface, votre monde. » Elle positionna sa seconde main à quelques millimètres sous l'autre. « Mais dessous, de l'autre côté, il y a Télucidar, le monde intérieur, mon monde. » Un long silence accueillit ces paroles, alors que Lucas, comme Patrick, digérait ces explications avec quelque difficulté. « Télucidar, murmura Patrick, bien sûr, comme Pellucidar, le monde creux d'Edgar Rice Un rire lui échappa. « Je savais que ces thèses étaient en vogue au début du XXe siècle. Il y a eu toute une littérature là-dessus. Hitler lui-même, à ce qu'on dit, croyait dur comme fer. Il aurait envoyé une expédition pour trouver un passage au nord. Mais de là à imaginer que ça puisse exister. »« Et d'où croyez-vous que je vienne ?» répliqua la jeune fille aux allures de princesse indienne ou antique d'une voix froide et hautaine. Et devant cette petite anagra de féminité exotique, dont le hâle, les tatouages, la chevelure, les yeux, la vêture criaient l'origine, cette fenêtre sur ailleurs, l'incroyable devenait envisageable. C'était une chose de voyager dans des mondes extraordinaires, dans les livres ou devant les écrans de cinéma, s'imaginer le temps de quelques pages à la place des héros vivant des aventures fabuleuses. Mais quand cette aventure venait toquer à votre porte, et vous fixer de ses grands yeux couleur d'améthyste dans son visage d'ange sauvage, non, ce n'était pas Corée, puisque tel était son nom qui le frappait à cet instant de sidération, même si la regarder était un enchantement. Mais tout ce qu'elle représentait,
Ce monde immense, ce rêve fou qu'elle incarnait par sa seule présence. Patrick, dont le scepticisme naturel se rebellait, tant elle bousculait tout ce qu'il croyait savoir, chercha refuge dans la science. Newton a prouvé qu'à l'intérieur d'une sphère, comme la Terre, la gravité serait nulle et qu'on flotterait donc en état d'apesanteur. La jeune fille répondit aussitôt avec un rire moqueur. « Votre Newton aurait dû venir en Télucida. Il aurait pu constater par lui-même que personne n'y flottait. Les oiseaux ou les dracoquetzals y volent. » Elle réfléchit un instant, une main fine sous le menton, avant d'ajouter « Quelques dirigeables aussi, et des gyrocoptères, les machines volantes des Olmeca. Mais ils ne flottent pas, ils volent. » Elle se tut pour leur adresser un grand sourire. Dans la lumière dorée filtrant des hautes fenêtres, qui faisait chatoyer le métal de sa large ceinture ajourée, de son bustier arachnéen, de ses bracelets et de ses jambières, le diadème qu'elle portait au front, ce métal que ni Lucas ni Patrick ne parvenaient à identifier, elle en devenait plus troublante encore, fragment de rêve refusant de s'effacer avec le reflux de la nuit, vivante preuve de ce qu'elle affirmait. Avisant le bracelet que Patrick étreignait dans son poing, Lucas demanda « Ce métal que vous portez, celui dont sont faits vos bracelets et vos... » D'un geste très vague, il désigna la parure de la jeune fille, et non, décidément, il ne pouvait employer le mot vêtement. Il rougit et éluda. « Enfin, ce que vous portez, je ne l'ai jamais vu. C'est de... » Elle parut chercher le mot, ou du moins sa traduction en français. « L'oricalque, c'est comme ça que les surfaciens l'appellent. Il est très connu en Télucida. Il y a un grand gisement à côté de Panchir, là où on trouve aussi... » Elle se tut d'un coup comme si elle en avait trop dit. « De l'oricalque !» s'exclama Patrick, comme s'il réagissait à une bonne plaisanterie. « Le métal légendaire des Atlantes, bien sûr !» À l'entendre, on ne savait plus s'il se moquait ou s'émerveillait, son esprit rationnel se rebellant contre les assertions de la jeune fille, qui s'imposait pourtant à lui de seconde en seconde. Car même une personne aussi sceptique et cartésienne que Patrick devait reconnaître une chose, qu'une belle métisse indo-eurasienne, cosplayeuse et mythomane à ses heures, ait pu se décolorer les cheveux, se faire tatouer le visage et porter des lentilles de contact violettes, c'était très possible. Il aurait pu alors crier au bobard et se convaincre qu'elle n'était qu'une menteuse culottée qui n'avait pas froid aux yeux. Et encore, la manière dont elle bougeait, dont elle se tenait, son accent, son attitude auraient plaidé pour elle. Mais qu'elle débarque en pleine nuit, dans une foreuse expérimentale de la Telcorp tout droit sortie d'un film de science-fiction, donnait à ses propos une crédibilité certaine. Il abdiqua. D'accord, vous venez de Télucidar, le monde intérieur. Il semblait prononcer ces mots comme un homme déterminé à aller jusqu'au bout de son délire. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Elle écarta les bras. Quoi ? Que voulez-vous savoir ? Je ne sais pas, moi, s'emporta Patrick. Vous débarquez tout d'un coup et vous nous dites « Je viens d'un autre monde, qui se trouve sous vos pieds. » Il hocha la tête. « Ok, je vous crois. Par contre, vous m'excuserez, je ne suis peut-être qu'un surfacien, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus. Je ne sais pas. Comment vous éclairez-vous, puisque vous êtes sous la terre ? Pour un peuple troglodyte, vous me semblez bien bronzé, et vos habits suggèrent qu'il fait plutôt bon chez vous. » Corée écarta les mains. « Il y a Tonatiuh ?» Elle fit une adorable grimace de contrariété avant de sourire. « Notre soleil ?»« Un soleil. Sous la terre, » releva Lucas. « Oui, » répondit aussitôt la jeune fille. « Il est au milieu de Télucida, au-dessus des terres et des mers. »« Ah, parce que vous avez aussi des mers ?» demanda Patrick. « Bien sûr !» Il y avait une telle candeur dans les yeux violets de Corée qu'elle en devenait désarmante. « Et des tépeltes ?» Nouvelle petite grimace que Lucas trouva irrésistible. « Des montagnes, des forêts, des déserts, des marais. Mais il n'y a pas de... Comment dites-vous ? Je ne me rappelle plus. Nous n'employons jamais ce mot. Car le soleil ne brille pas, comme quand je suis arrivé ici, qu'il fait noir et sombre. » Lucas suggéra. « La nuit ? » ?»« C'est ça, la nuit. Mon père dit que c'est beau aussi la nuit, que des choses très jolies brillent dans le ciel. La lune, les étoiles. » Elle avait prononcé ces mots en les fixant tour à tour comme pour vérifier qu'elle ne se trompait pas. Ils hochèrent la tête tous les deux, fascinés à mesure
que ces paroles, syllabe après syllabe, faisaient de l'impossible une réalité. Mais moi, cela me fait peur. Qu'est-ce qui vous fait peur demanda Patrick dans un souffle. Lucas devina que son oncle, comme lui, avait renoncé à lutter et avait accepté l'impossible. L'obscurité, l'ombre, complète. Il n'y a pas de nuit en Télucida? Alors même que ces mots jaillissaient de ses lèvres, Lucas réalisa que lui aussi avait cessé de douter. Pas comme ça. Il fait plus sombre, mais on voit encore la lumière sur l'horizon. Lucas essaya de se représenter ce qu'elle leur décrivait, mais n'y parvint pas. Patrick, son esprit analytique prenant déjà le dessus, interrogea à voix haute. Mais comment des êtres humains se seraient retrouvés là-bas? On sait où est notre espèce. Il n'est pas possible que... Ces paroles ne s'adressaient pas forcément à Corée. Elle répondit pourtant. Nos plus anciennes légendes, gravées dans la pierre de nos temples ou sur nos plus vieux livres, disent qu'il y a très longtemps, nos ancêtres sont venus de Kiawak, du dehors, la surface, ici, que les Tlantes, les anciens, les ont fait venir quand ils ont quitté la surface, lors du cataclysme, il y a très très longtemps, comme ils avaient fait venir les Coatli et les autres animaux de la surface. Les Coatli, intervint Patrick, qu'est-ce que c'est? Ce sont une des autres races intelligentes de Télucidar. Une autre race? Que voulez-vous dire? Des noirs? Des rouges? Elle secoua la tête. Non, je veux dire une autre race. Ils sont différents de nous, ils ne sont pas humains. Se souvenant qu'il n'y avait pas si longtemps de cela, les conquistadors espagnols ne considéraient pas les Amérindiens comme des êtres humains, Lucas ne put s'empêcher de demander. Qu'est-ce que vous voulez dire par pas humain? Elle le fixa comme si la réponse était une évidence. Ils ont des écailles, des plumes et une queue. Leurs bras, leurs jambes sont différents, ils sont cousins des aquates-spalines. Elle parut à nouveau chercher le mot. Les lézards. Un instant encore. Ou les oiseaux. Comme celui qui l'a tiré de la courtilière, songea Lucas, alors que l'ombre inquiétante et ses immenses yeux d'or revenaient le hanter. Il allait poser la question à la jeune fille, mais Patrick le devança. Vous dites qu'ils sont intelligents. Bien sûr, acquiesça aussitôt Corée. Au départ, quand les hommes sont arrivés en Télucidar, et après la disparition des Tlantes, ont commencé à bâtir leur cité sur les territoires de chasse des Coatli, il y a eu des combats, puis des guerres terribles. Les Coatli avaient beau ne pas avoir de cité et être un peuple nomade, leurs tribus étaient nombreuses. Elles se sont fédérées contre les hommes. Il y a eu beaucoup de malheurs et de morts, mais la raison a fini par l'emporter. Les chefs de nos deux peuples ont décidé de s'entendre et de bâtir ensemble une civilisation. Alors qu'elle parlait, sa voix prenait un étrange ton professoral, comme si elle s'adressait à des élèves, ou adoptait inconsciemment les accents d'un ou d'une autre, celui ou celle qui lui avait appris cette histoire. Depuis, les hommes et les Coatli vivent dans la concorde, ils sont nos frères. Ensemble, nous avons créé une civilisation qui a prospéré et a repoussé toutes les attaques des autres peuples en Télucidar, jusqu'à l'arrivée des Surfaciens. Elle avait prononcé ces derniers mots avec un accent de deuil. Lucas lui aurait bien demandé des précisions, mais une fois encore, il fut devancé par son oncle. « Et ce bijou ?» Il désigna Lucas. « Mon neveu m'affirme qu'il s'agit d'une arme. » Corée le fixa avec un regard outré. « Il ne s'agit pas d'une arme !» Lucas protesta. « Vous avez failli m'arracher la tête hier soir. » Une expression de confusion et de remords passa sur le visage de la jeune fille. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais à bout. Lucas, qui ne supportait pas de lire la tristesse sur ce visage de fée exotique, tendit une main vers elle. « Je comprends, ne vous inquiétez pas. Vous étiez blessée, fiévreuse. » Elle le fixa avec de grands yeux malheureux. « J'aurais pu vous blesser, ou même vous tuer. »« Mais vous ne l'avez pas fait, la rassura-t-il. » Par-dessus la table basse, elle tendit à son tour timidement une main vers la sienne. Leurs doigts s'effleurèrent. Ce simple contact envoya dans ses membres comme une décharge qui le parcourut tout entier. Et peut-être ressentit-elle la même chose, car il devina, dans le mauve luisant de son regard, une brève fulgurance. Patrick, qui les surveillait tous deux, dissimula un sourire.
Une légère rougeur enflamma les joues de la jeune fille qui, avec rien de précipitation, retira sa main et se tourna vers son oncle. « Si vous me rendez ma psycholitos, je pourrai vous montrer ce qu'elle peut faire. »« Votre psycholitos » répéta Patrick avec une expression curieuse. Elle désigna le bracelet qu'il tenait dans sa main. « Ma pierre de pensée ?» Elle eut une nouvelle petite grimace. « Vous, surfacien, l'appelez tellurium. » Patrick, retournant le bijou pour exposer le cabochon et la pierre, la fixa longuement, hésitant. Corée plaida. « Je vous ai fait confiance tout à l'heure quand vous m'avez demandé de boire ce verre. Vous pouvez en faire autant. »« Vous saviez que c'était de l'aspirine, » répliqua aussitôt Patrick. « Vous auriez pu y avoir mis autre chose. » Elle ajouta après une brève pause. « Pourquoi voudrais-je vous faire du mal ?» Elle marquait un point. Lucas ne put s'empêcher de voler à son secours. « On peut lui faire confiance ?»« Qu'est-ce qui te permet d'en être aussi sûr ?» lui renvoya aussitôt Patrick, moqueur. « Je le sais, c'est tout !» assura Lucas en plongeant ses yeux dans ceux de Corée qui lui rendit son regard avec une étrange émotion. Patrick secoua la tête. « La jeunesse. Tu es naïf et tu fais trop confiance. »« Et toi, tu ne fais jamais confiance ?» rétorqua aussitôt Lucas. « J'ai fait confiance une fois de trop. » Il ajouta après un instant de silence, comme il aurait craché. « Jamais plus. » Il y avait dans la voix de Patrick une blessure profonde et une colère terrible que Lucas ne lui avait jamais devinées et qui lui fit presque peur. Comprenant que Patrick en serait incapable, il se leva et lentement, de crainte qu'un geste brusque ne déclenche chez lui quelque réaction contraire, préleva le bijou dans la paume de son oncle, qui le laissa faire sans mot dire, et le tendit à Corée. La jeune fille le prit avec un regard de remerciement muet et un petit sourire qui fit battre le cœur de Lucas, avant de lever sa main et, avec des gestes précis, fruits d'une longue habitude, de le remettre en place. C'était un étrange et magnifique bijou, habillant la main et le poignet d'une savante résille de métal rehaussée de plusieurs pierres iridescentes, dont la plus grosse se nichait dans la paume. Quand elle eut fini d'enfiler les bagues et de faire passer les chaînes reliant les différentes parties entre ses doigts et sur le dos de sa main, elle scella le fermoir sur un cliquetis presque inaudible. Elle eut un geste gracieux pour ajuster les éléments du bracelet. Patrick se raidit. Corée leur adressa un regard espiègle. Un léger sourire affleura à ses lèvres, comme elle faisait des yeux le tour de la pièce avant de s'arrêter sur la table basse. Elle leva la main, doigt écarté. La pierre dans sa paume s'illumina d'un éclat plus vif. Alors, devant le regard émerveillé de Lucas et celui, plus réservé mais tout aussi surpris de Patrick, la carafe d'eau que ce dernier avait posée sur la table se souleva jusqu'à léviter à 10 centimètres du bois, s'approcha de son verre, s'inclina tout doucement et le remplit. Puis, continuant son vol, fit de même avec celui de Patrick et de Corée avant de revenir à son emplacement de départ. Lucas allait applaudir, mais le tour n'était pas fini, car les vers, eux aussi, décollèrent de la table pour venir flotter devant leurs propriétaires respectifs. Patrick, toute méfiance oubliée, se saisit du sien avec un regard de gosse, comme le fit Corée, puis Lucas. La jeune fille referma la main. La lueur qui émanait des gemmes de tellurium décrut à nouveau. « Santé !» déclara Patrick en levant son verre avant d'en avaler le contenu. Lucas l'imita en même temps que Corée. Elle avait à peine terminé de boire que Patrick l'interrogeait. « Comment faites-vous cela ? Jamais je n'ai entendu que le tellurium avait de telles propriétés. » Corée le fixa un long moment avant de répondre, lentement, comme si elle choisissait chacun des mots qu'elle employait. « C'est parce que vous, surfacien, n'êtes pas prêt à utiliser les psycholitos, vous ne savez pas. » Elle marqua une pause avant de reprendre. « Il faut des mois, parfois des années, pour apprendre à maîtriser les pouvoirs que les psycholitos éveillent en nous. Certains en sont dépourvus. Vous ne parviendront jamais à le dompter. Il est différent pour chacun. Cela nécessite un apprentissage long et rigoureux. Les surfaciens... » Elle avait craché ce mot avec un mépris teinté de dégoût. Elle dut s'en rendre compte, car elle rectifia aussitôt.
Enfin, je veux dire les surfaciens de la Telcorp. La Telcorp, s'exclama Lucas. Vous voulez dire qu'ils connaissent Télucidar? Bien sûr qu'ils la connaissent. Voudriez-vous qu'ils récoltent leur précieux tellurium, si ce n'est en Télucidar? À ce que je sais, on n'en trouve nulle part ailleurs sur ce monde. Elle cracha comme elle l'aurait fait d'une malédiction. Ils prennent sans compter. Ils pillent notre monde comme des bandits, sans mesure ni raison. Patrick, sentant qu'elle s'égarait, la remit dans le droit chemin. Nous vous parlerons de la Telcorp plus tard, si vous voulez bien. Expliquez-moi plutôt les psycholitos. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Les miens les utilisent depuis des temps immémoriaux. Comme vous avez pu le voir, il ne s'agit pas d'une arme, mais d'une pierre qui révèle les pouvoirs cachés en nous. Elle nous permet d'accomplir des choses que nous n'aurions jamais pu faire. C'est grâce à elle que nous avons édifié nos cités. Elle ajouta avec une petite moue. Mon don n'a rien d'extraordinaire, il est assez commun, mais d'autres sont exceptionnels. Elle s'emportait, ses yeux brillaient. Lucas, qui se perdait déjà à imaginer les pouvoirs dont elle parlait, ressentit plus durement la chute quand elle ajouta sur un ton de deuil. Les vôtres ne voient pas cela. Ils n'ont pas le temps d'apprendre à révéler les dons qu'elle fait naître en nous. Ils ne voient en elle que l'énergie qu'elle peut fournir à leur machine. Et le pognon qu'ils pourront en tirer, compléta Patrick. L'avait-elle entendu? Peut-être. Ou peut-être pas. Toujours est-il qu'elle poursuivit, comme s'il ne l'avait pas interrompu. C'est d'elle que viennent à présent nos malheurs, d'elle et des surfaciens qui l'exploitent sans mesure ni raison. Elle avait baissé la tête, cachant son visage sous le rideau pâle de sa chevelure. Comme elle demeurait ainsi, Lucas dut se faire violence pour ne pas se lever et la prendre dans ses bras. « Que voulez-vous dire ?» se contenta-t-il de demander. Il crut qu'elle ne répondrait pas, mais elle finit par relever la tête pour le fixer, et il devina, à l'humidité de ses yeux, qu'elle était au bord des larmes. Ce ne fut pourtant pas elle qui répondit, mais une voix venue de la fenêtre, une voix comme jamais il n'en avait entendu. Ce ne fut pourtant pas elle qui répondit, mais une voix venue de la fenêtre, une voix comme jamais il n'en avait entendu. Que si les surfaciens n'arrêtent pas d'exploiter le tellurium comme ils le font, non seulement Télucidar, mais ce monde tout entier court à sa perte. Cette voix, qui chuintait légèrement et sifflait les S, fit courir un frisson dans le dos de Lucas, tant il était évident, sans même savoir à qui elle appartenait, que celui qui venait de s'exprimer n'était pas tout à fait humain. Il tournait le dos aux grandes fenêtres, Patrick non. Quand il vit l'expression de ce dernier, mélange de stupéfaction, d'incrédulité et, oui, d'un peu de crainte, il sut que celui qui se tenait là, juste derrière lui, n'était pas un visiteur ordinaire. Et il devinait déjà de qui il s'agissait. Celui qui avait tiré Corée de la courtilière. Corée dont le visage s'illumina et qui ouvrit la bouche pour pousser un cri de joie et un seul mot étrange. « Chan !» Comme si la gangue de glace qui l'enserrait s'était brisée d'un coup, Lucas se retourna pour découvrir un visiteur face auquel même Corée en devenait presque familière.